Merci, merci chers amis d'être à nouveau ici ce soir pour le dernier rendez-vous de la saison des Rencontres du Figaro, le dernier de cette année scolaire, saison qui se termine en apothéose puisque nous avons ce soir l'honneur et le bonheur de recevoir le général d'armée François Lecointre. Merci, merci mon général. Merci mon général d'avoir accepté de vous livrer à cet exercice qui n'est pas toujours évident pour ces parleurs professionnels que sont les intellectuels. Alors je ne parle pas des journalistes qui adorent bavasser, mais un exercice qui évidemment est moins naturel pour un officier général dont le métier n'est pas de s'épancher. Vous savez, chers amis, qu'on appelle souvent l'armée la grande muette. Alors il faut relativiser, il faut regarder que ce n'est pas toujours vrai. Pour ceux dans cette salle qui regarderaient régulièrement LCU, la chaîne Ukraine, tout cela pour en témoigner. Le général en retraite, le général CR, on avait déjà vu pointer le bout de son képi lors de la première guerre du Golfe. Eh bien, ce général-là a fait une entrée triomphale dans l'armée glorieuse des commentateurs télévisés. Il y avait eu, vous vous souvenez, le moment médiatique des économistes après la crise de 2008, l'heure de gloire des médecins cathodiques que le Covid a révélé. Mais depuis l'invasion de l'Ukraine, le général est en train de les remplacer, et je dirais avantageusement. Et encore, on n'a pas tout vu. Parce qu'on peut imaginer qu'une chaîne un jour ait l'idée, enfin, de n'inviter que des médecins généraux du service de santé des armées, qui pourraient parler à la fois des guerres et des épidémies. Et pour peu que ce médecin général ait aussi quelques compétences en économie, alors là, on aurait le bingo absolu. Il resterait là tout le temps, on ne l'échangerait jamais. Et ce jour-là, l'armée aurait enfin pris le pouvoir médiatique. Tout ça pour dire, mon général, que vous n'êtes pas, mais pas du tout, de cette espèce-là. On ne vous voit pas à la télévision. Et vous, votre genre, c'est plutôt actif et laconique, bien faire, laisser dire et parler peu. Et pourtant, vous en avez des choses à raconter. Et quand on déroule votre carrière militaire, elle est impressionnante et, disons-le, presque intimidante. Saint-Cyr, le 3e régiment d'infanterie de marine, la première guerre du Golfe, la Somalie, le Rwanda, et puis la force de protection des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine. Et c'est là-bas, en Bosnie, que vous êtes en tant que capitaine à la tête de l'assaut pour reprendre le pont de Verbania. Cet assaut victorieux, c'est le dernier combat à la baïonnette au canon de l'armée française. Le combat, avait dit à l'époque le président de la République Jacques Chirac, le combat de la dignité retrouvée, du refus de toutes les humiliations. Ce combat, mon général, quand vous étiez capitaine, c'est vous qui l'avez mené. Et je suis sûr de ce combat, chaque seconde vous a marqué, et je suis sûr que vous allez nous en reparler tout à l'heure. Vous avez connu le feu, vous avez connu aussi des responsabilités dans un univers plus politique. Vous avez été chef de cabinet militaire des premiers ministres Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, Édouard Philippe, avant d'être nommé par Emmanuel Macron chef d'état-major des armées. Une autre vie, celle-là, où il faut compter avec les politiques, les budgétaires, les journalistes, dont on se demande pour un militaire lesquels sont les plus pénibles à vivre, mais vous allez sûrement nous le dire. Un autre champ de bataille marqué par l'art du camouflage, la pratique du double jeu, chez vos interlocuteurs évidemment, les offensives surprises et les renversements d'alliances. Eh bien, vous avez survécu dans ce terrain miné et vous êtes aujourd'hui grand chancelier de la Légion d'honneur. Charge noble et difficile puisqu'il faut faire le tri entre le bon grain de l'honneur et livrer de la quête effrénée des honneurs. Vous parlez peu publiquement en général, mais vous êtes un grand lecteur et depuis toujours vous écrivez. Vous êtes de l'école de servitude et grandeur militaire d'Alfred de Vigny. Et votre amitié avec François Sureau doit autant, je le suppose, à la littérature qu'à la chose militaire. Au mois d'avril, vous avez publié aux éditions Gallimard un livre profond, vif, court, entre-guerres. Un livre aussi qui est intense et émouvant. Et vraiment, je vous recommande à tous de le lire. Le général Lecointre le signera tout à l'heure. Un livre dans un style de haute tenue, qui reprend des années de méditation sur le service, le sacrifice, le courage,
les valeurs familiales, la sauvagerie parfois et l'héroïsme des hommes. Et c'est à l'occasion de la publication de ce beau livre, en général, que nous vous avons invité pour poursuivre le très beau dialogue intérieur que l'on trouve dans ces pages. C'est ce dialogue que vous allez maintenant prolonger ce soir en répondant aux questions de Vincent Trémollet de Villers. Et je vous laisse. Merci beaucoup Alexis. Bonsoir à tous. Merci beaucoup mon général d'avoir accepté cet exercice des rencontres qui exige de se dévoiler un peu. Merci aussi d'avoir accepté d'être interrogé par quelqu'un qui est d'une génération qui n'a pas fait son service militaire, qui ne maîtrise pas absolument toute la grammaire militaire, les régiments, les armes et tout cet univers que l'excellent Jean-René van der Platsen, le directeur délégué du Figaro Magazine, maîtrise à merveille. Ça n'est pas mon cas. Je serai ici le porte-voix de ceux qui observent la chose militaire avec admiration, mais une forme de méconnaissance qui vient d'une absence d'expérience. Vous avez donc accepté cet exercice, et c'est un exercice qui va vous obliger à parler de vous et puis de votre œuvre. Alors nous allons commencer par le début. Dans Entre-guerres, vous remontez une généalogie familiale très glorieuse, héroïque, dans laquelle on retrouve le métier des armes, le commandement et le service de la France jusqu'au sacrifice suprême. Si vous remontez au pays de votre enfance, pouvez-vous nous en décrire les lieux et puis l'atmosphère familiale et morale? Merci beaucoup. Bonsoir à tous. D'abord, avant de répondre à votre question, ça m'amusait parce que j'ai vu le moment où on allait faire ce qu'on était en train de faire tout à l'heure, chanter la chanson Un général à vendre des frères Jacques. Là. Voilà. On le fera peut-être tout à l'heure. Certains soirs d'été, le général s'asseyait sur la paille et les yeux perdus dans l'immensité. Il nous racontait ses batailles. Voilà. Il Je nous ne vais pas vous parlait raconter des mes batailles. Dardanelles. Les lieux de mon enfance, d'abord, c'est une chose compliquée parce que je suis d'une famille, vous l'avez dit, de militaires. Et un militaire se déménage tout le temps. Voilà. Donc les lieux de mon enfance, ils sont essentiellement marqués par les ports dans lesquels mon père nous amenait, de Brest à Toulon, en passant par Cherbourg et Lorient, et des changements tous les 2 ans jusqu'à ce que, enfin, il décide de me permettre de me stabiliser en allant 3 ans en pension chez les Jésuites à Vannes. Et donc, ce qui était important pour moi, c'était le seul lieu fixe, le seul endroit où nous nous retrouvions avec nos cousins, qui étaient, par la force des choses, nos amis, les seuls que nous connaissions et que nous retrouvions régulièrement dans cette propriété familiale, dans le Béarn, qui était un petit château perché sur sa colline, rempli de souvenirs évidemment très anciens, familiaux, mais marqué absolument partout par la continuité du service des armes, par des panoplies de sabres qu'il y avait partout dans le hall d'entrée de cette maison, par un écriteau dont je parle dans le livre qui portait mention du lieutenant Élie de Roffignac, mort au champ d'honneur en 58, qui était sous la grange de cette propriété, par les portraits ou les photographies de tous ces ancêtres qui avaient glorieusement servi par les armes leur pays. Et tout ça nous fascinait absolument, avec en particulier la fascination pour le plus jeune de ces ancêtres, qui était le frère de ma mère, mort à 23 ans au champ d'honneur, je viens d'en parler, qui lui nous stupéfiait par son sourire, par sa jeunesse, par son apparente fragilité, qui nous semblait rendre plus accessible ce qu'on nous proposait comme destinée glorieuse. Parce que la destinée glorieuse, elle est mystérieuse forcément quand on est un petit enfant, et elle paraît inatteignable et inaccessible. Et donc le fait que Élie, qui sans l'avoir choisi était devenu un héros par son courage et par sa mort au combat, présente cette fragilité, nous paraissait le rendre abordable. Voilà, donc cette maison pour moi, avec ses odeurs, avec ses meubles, avec ses portraits de famille, avec ces montagnes des Pyrénées où nous allions très souvent faire de la varap et des marches, c'était une sorte de lieu en dehors de la vie, mais sachant que la vie
C'était pas la vie ordinaire d'un enfant de mon âge. C'était une vie qui, tous les 2 ans, nous faisait faire une rentrée comme nouvel élève dans une nouvelle école, sans amis, sans camarades. Et je pense que tous les enfants de soldats et tous les enfants de militaires et tous les enfants d'officiers ont vécu ça et savent ce que c'est que cette difficulté, mais qui du coup nous met un peu à l'écart, nous singularise certainement, mais fait qu'on crée, à l'endroit où on a ces attaches familiales, des liens extrêmement forts et on plonge des racines extrêmement profondes. Une enfance, ce sont des rêves, des héros, des livres. Vos héros étaient-ils familiaux? Vous l'avez dit, certainement. Est-ce qu'il y avait des héros livresques où tout votre imaginaire était peuplé de ce que votre famille pouvait raconter, de ce que vos ancêtres avaient fait? Et je prolonge ma question par celle de la vocation. Est-ce que c'est cet environnement qui a fait naître chez vous l'évidence du service des armes? Non, alors d'abord, j'avais évidemment cette figure centrale, bon, et puis la figure de mon père, évidemment, qui nous impressionnait énormément et qui était une magnifique figure d'officier auquel je souhaitais ressembler, mais qui m'impressionnait énormément. Il y avait des héros livresques. Alors, comme je suis fils de marin, nul n'est parfait. Les héros, c'était Hornblower. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ont lu Les Aventures de Capitaine Hornblower, qui est un livre écrit par un auteur britannique qui s'appelle Forrester, qui reprend la vie de Nelson en la romançant et qui raconte l'histoire d'un jeune officier de marine qui commence comme simple capitaine ou simple lieutenant, qui va terminer amiral et avec des charges très importantes. C'était aussi La mer cruelle de Montsarat, c'était voilà, ces lectures-là, c'était Convoi vers l'URSS de George Blonde. Je ne sais pas si ça dit quelque chose aux terriens qui sont dans la salle, mais pour les marins, ça doit signifier quelque chose. Et puis ensuite, un peu plus tard, ça a été Angelo du Sars sur le toit, ça a été voilà, des héros souvent très romantiques. Ce qui me frappe dans le capitaine Hornblower, c'est pour ça que j'y reviens, c'est que le capitaine Hornblower, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, comme sans doute Nelson ne l'était pas du tout. Quelqu'un qui doute en permanence, qui entretient une forme de complexe d'infériorité et qui souffre d'un inconfort de soi qui est très difficile à surmonter. Et je pense en réalité que ce qui est à la source de ma vocation, mais comme à la source de la vocation de tous nos soldats, c'est cette volonté de se hisser au-dessus de soi-même, de parvenir à dépasser cet inconfort de soi, et donc de choisir une voie dans laquelle il nous sera fait obligation d'être à la hauteur des défis que nous nous serons jetés. Et il me semblait, moi, et c'est ce dont j'ai hérité grâce à cet environnement familial, mais je suis le seul de ma génération à avoir choisi cette voie-là, que rien plus que le métier militaire, rien plus que le risque de la confrontation au combat et à la mort ne pouvait me faire obligation de me hisser au-dessus de soi-même pour dépasser cet inconfort que j'avais de l'incertitude de moi. Voilà. Et je pense que c'est vrai de n'importe quelle vocation, et tous les métiers ne sont pas des métiers à vocation, et c'est vrai de n'importe quel homme, qu'il soit ou non d'une lignée militaire. Et c'est ce que j'ai découvert après, quand j'ai rejoint d'abord mes camarades au Prytanée militaire de la Flèche, qui, pour beaucoup d'entre eux, n'avaient pas de famille militaire, pas de lignée militaire. Et ensuite, quand j'ai commandé mes officiers, mes sous-officiers, les jeunes hommes qui étaient eux aussi fragiles, et eux aussi, en tout cas ce qu'ils avaient en commun, me semblait-il, c'était ça, c'était cette volonté de se hisser au-dessus de soi-même. Avec des rêves et peut-être des représentations pour dépasser cette intranquillité que vous décrivez dans vos pages où vous racontez ce qu'est un jeune élève officier à Saint-Cyr. Et on voit que c'est très ambivalent, c'est-à-dire qu'il y a un mélange de grandes espérances, d'attentes, de lenteur, d'ennui. Ces années à Saint-Cyr, diriez-vous qu'elles ont façonné l'homme que vous êtes devenu? Qu'est-ce qu'elles vous ont laissé? Je crois qu'il y a des téléphones qui sonnent. Ce sont les alertes, voilà. C'est les alertes. Non, il n'y a pas d'ennui à Saint-Cyr. Il y a de la lenteur, il y a de la longueur, il y a des choses réparbatives, ça c'est clair. D'abord, je pense qu'on est un jeune con quand on est Saint-Cyrien. Voilà. Et donc j'ai été un jeune con. Content de mon casoar et de mon shako,
content de mes épaulettes rouges, persuadé que c'était le comble de l'élégance, jusqu'à ce que mon épouse me dise mais c'est beaucoup moins joli que les guêtres des marins. Bon, encore une fois, je retombais dans le truc, parce que moi je trouvais que c'était beaucoup plus beau, forcément. Donc il y a une sorte d'arrogance, mais là aussi je crois que comme on sait qu'on se prépare à une vocation rude, on se saoule d'une certaine manière de cette arrogance et de cette certitude d'être enfin arrivé à ce qui nous destinera à l'engagement ultime. Et je ne pense pas que ça a façonné l'officier que je suis, ça a participé au façonnement de l'homme que je suis. Mais comme avant, mon passage chez les jésuites m'a beaucoup appris, beaucoup apporté, avec un père spirituel qui était quelqu'un d'extraordinairement profond. Et puis ensuite, évidemment, le Prytanée aussi. Et puis Saint-Cyr. Et ensuite, je pense que ce qui est, mais on y reviendra peut-être, tout à fait extraordinaire, c'est cette première expérience de commandement. C'est ça qui façonne un homme. C'est ça qui fait que le métier militaire est très singulier. C'est cela qui fait que l'institution militaire n'a rien de comparable avec d'autres institutions. Parce que les généraux qui la commandent ont d'abord été lieutenants. Et que, étant lieutenants, ils ont d'abord exercé, au plus bas niveau possible, la responsabilité de la vie d'homme, avec lesquels ils vivent au quotidien dans une très grande proximité. Et ils ont effectué un métier de sous-officier, en réalité. Quand vous êtes chef de section comme lieutenant, vous faites le métier d'un adjudant ou parfois d'un sergent-chef. Quand vous êtes officier de quart dans la Marine nationale, vous faites le métier d'un premier maître. Et donc ça vous apprend l'humilité, ça vous apprend le concret, ça vous apprend la réalité. Et c'est cette succession à la fois de périodes de formation à Saint-Cyr, en école d'application, au Prytanée avant, et ensuite d'expérience et de confrontation à une réalité qui n'est jamais la réalité rêvée, qui est tout à fait autre chose que ce que vous aviez imaginé, mais qui est fait de pâte humaine. C'est ça qui façonne, je pense, l'homme que je suis devenu et l'homme que deviennent tous les militaires. Et vous vous souvenez de votre état d'esprit quand il a fallu commencer à commander, que vous étiez un jeune lieutenant? Vous évoquez la figure très célèbre de Jacques Perrin dans la 317e section, comme l'espèce de lieutenant type qui sort de Saint-Cyr et qui se retrouve avec des hommes qui ont mené des guerres qu'il n'a pas connues et connu des événements qu'il n'a pas traversés. Est-ce que vous vous souvenez de votre état d'esprit? Est-ce que vous étiez pris d'un trac terrible? Est-ce que vous disiez je ne vais pas y arriver? Ou est-ce que vous étiez parfaitement préparé? Non, je n'étais pas préparé. C'est le premier défi. Quand je dis que l'inconfort de l'incertitude de soi consiste, ou en tout cas pour le dépasser, conduit à se fixer des défis. Le premier défi, c'est celui-là. C'est de commander des gens qui sont plus qualifiés que vous l'êtes, au moins autant qualifiés, et plus compétents parce qu'ils ont une expérience que vous n'avez pas. Et donc, c'est évidemment très, très intimidant et très impressionnant, et on est par ailleurs très observé quand on prend le commandement d'une section. Et puis, ça peut marcher ou ne pas marcher. Je me souviens en revanche que ce que je pensais pouvoir leur apporter, c'était un peu de hauteur de vue. Voilà. Et que ça, je pensais qu'ils en avaient besoin et qu'ils m'en seraient reconnaissants. Et donc j'avais pris cette habitude qui faisait ricaner certains de mes camarades officiers, qui étaient tous les samedis, parce qu'on travaillait le samedi à l'époque, à midi, de réunir ma section devant une carte du monde et de leur dire on va commenter l'actualité de la semaine, nationale et mondiale. Je me disais, mais ils n'en ont rien à foutre, tes types. Et en fait, si, bien sûr, ça les intéresse. Et évidemment, on gagne toujours à tirer les gens vers le haut, et en particulier là, parce que ça me permettait de mettre en évidence et en avant une compétence qu'eux n'avaient pas, et dont ils m'étaient reconnaissants que je l'ai et que je la mette à leur disposition. Alors vous avez ensuite des pages très fortes, quand vous êtes donc devenu officier, sur l'indifférence de la société vis-à-vis des soldats en temps de paix, ou même quand les guerres sont lointaines, et sur en fait la grande séparation sociale qui existe entre les militaires et le reste de la société, qui, quand ils ne sont pas attachés familialement à ces gens, ne mesurent pas ce qu'ils font, ce qu'ils risquent, et quelle peut être leur existence. Est-ce que cette séparation est, selon vous, l'un des effets de la disparition de la communauté d'expérience, la formule est de Pierre Manant, qu'était le service militaire? C'est possible. Ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, quand je parle à des gens, ils me disent mais non, mais on s'intéresse beaucoup aux armées, cette indifférence est terminée. Donc
La dernière fois qu'un journaliste m'a fait cette remarque, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me dire où sont engagés les soldats français aujourd'hui? Il était évidemment incapable de me le dire. Incapable de me dire qu'il y en avait en Estonie, qu'il y en a en Roumanie, qu'il y en a au Tchad, qu'il y en a... Voilà. Il était incapable de répondre à cette question pourtant simple. Et les théâtres d'opération sur lesquels sont engagés nos soldats ne sont pas si nombreux que ça. Ensuite, c'est vrai, vous avez raison, il y avait une forme de proximité qui était créée par l'embrigadement, par l'encasernement de toute une classe d'âge de jeunes hommes. Mais il ne faut pas s'exagérer, je pense, l'importance de cette communauté. Je pense que la communauté, elle provenait sans doute plus aussi du fait que, vous l'avez dit, chacun avait un père ou un grand-père qui avait fait la guerre. Et que quand j'étais jeune officier, il y avait encore des générations complètes marquées par ces guerres. D'ailleurs, je pense que ce qui construisait une génération, c'était la guerre. Il y a eu la génération d'Algérie, il y a eu la génération de 39-45, il y a eu la génération de 14-18, il y a eu la génération de 1870, parce que cette épreuve considérable traversée en commun reliait les hommes entre eux, sans qu'ils aient besoin d'en parler, par le souvenir de quelque chose d'extraordinaire et d'épouvantable, vécu ensemble et surmonté ensemble. Donc je pense que plus que le service national, c'était la proximité de cette histoire et de ces générations-là qui faisait que les gens comprenaient encore ou mesuraient encore ce qu'étaient les armées. Et puis il y avait à l'époque la perspective, sans doute, de la guerre froide et d'un affrontement avec le pacte de Varsovie. Bon, tout ça est parti en même temps. Les générations ont passé. Il restait encore la génération de la guerre d'Algérie, mais la guerre d'Algérie, malheureusement, est une guerre honteuse. Et donc, on n'a jamais eu, comme on l'a eu après la guerre 14-18 ou la guerre 39-45, des anciens combattants qui pouvaient être fêtés à chaque anniversaire de la fin de la guerre. Et donc, déjà, cet éloignement commençait à se marquer. Et puis, c'est encore une fois la fin de la guerre froide. Et le souci de chaque Français de profiter de la vie, de profiter de la tentation, de céder à la tentation hédoniste, au matérialisme, et ayant perdu la perspective de ce cataclysme qu'est la guerre, de ne plus jamais se poser de questions. Et en particulier de ne pas se poser la question qui pour moi reste essentielle, qui est non pas pourquoi est-ce que mes enfants vont se faire tuer, ça c'était je pense vraiment la question à l'époque du pacte de Varsovie, mais pourquoi est-ce que mes enfants vont aller tuer? Et pourquoi est-ce qu'ils vont aller tuer au risque de leur vie, en mon nom et en engageant ma responsabilité? Personne ne se sentait responsable de ce que faisaient les soldats. Personne. Je pense donc que c'est un sujet qui dépasse d'ailleurs le sujet militaire. En réalité, notre société souffre d'une déresponsabilisation générale ou d'une perte de ce qu'est le sens de responsabilité. Et la responsabilité la plus importante, la plus politique, la plus éminente, c'est celle qui est une responsabilité collective de l'engagement du pays dans la guerre, pour aller donner la mort. Et personne ne se posait plus cette question, peut-être parce qu'elle était gênante, peut-être parce qu'elle est trop complexe, mais c'est une question à laquelle moi j'essaye de renvoyer mes concitoyens, parce que cette question se pose aujourd'hui, et à laquelle j'ai tout au long de ma carrière d'officier essayé de renvoyer, sur laquelle j'ai essayé d'alerter mes concitoyens, parce que c'était la question à laquelle nous étions tous, soldats, confrontés. Dans l'inconfort et l'intranquillité dont vous parliez, qui continue à habiter l'officier qui a pourtant trouvé sa vocation, il y a une chose qui vous tourmente dans votre guerre, qui est cette guerre que l'on mène sans bien savoir pourquoi on la mène. Vous prenez l'exemple des guerres des années 70. Vous avez cette formule, l'armée française participait à des batailles lointaines dont les enjeux n'avaient pas de signification immédiate et incontestable. Comment mener une guerre que l'on ne comprend pas? Donc, je ne suis pas certain qu'on comprenne facilement une guerre, quelle qu'elle soit. Parce que la confrontation entre la réalité vécue, le comment très précis et concret, et l'objectif politique, même le plus légitime qui soit, vous conduit forcément à vous poser des questions. Et encore une fois, il y a des poilus de la guerre 14-18 qui considéraient que la guerre était une connerie, qu'il ne fallait pas y aller, et pareil en 39-45, alors qu'aujourd'hui, ces guerres nous paraissent évidemment légitimes, nécessaires, et qu'il était normal qu'on les conduise. Donc je ne pense pas qu'il y ait de guerre facile à conduire, et de toute façon, toute guerre et tout combat dans lequel on est engagé pose la question du pourquoi et du sens de l'action. Ce qui est particulièrement vrai dans la période d'entre-guerres que ma génération d'officiers a traversée, c'est que, d'abord,
le sol national n'était jamais menacé, et la population et la société jamais directement menacées. Et ensuite, la tentation du politique a été, en faisant une armée professionnelle, de faire une armée qui allait être une armée de gestion de crise, et une armée qui devenait non plus une armée dont la finalité était la préservation de l'existence même de la nation, mais qui devenait un outil militaire au profit de la politique étrangère ou de la politique en général. Et cela éloignait nécessairement le citoyen du soldat. Cela rendait plus difficile la définition des buts de guerre, et en particulier, c'est ce que j'essaie d'exprimer là, parce que le politique pouvait être tenté à cette époque-là d'engager son armée pour masquer son incapacité ou pour donner un signal à l'opinion publique ou pour lui donner le sentiment qu'on faisait quelque chose malgré tout. Et donc, je ne dis pas que c'était toujours le cas, mais en tout cas, souvent, ces opérations étaient des opérations qui répondaient, des opérations d'humanité, des opérations de rétablissement du droit, ou en tout cas fondées sur le droit international, on pourra y revenir, étaient des opérations dans lesquelles aucune fonction existentielle n'était mise en jeu, voilà, sauf la vie de nos soldats et les gens qu'on tuait en face. Donc ça rend les choses très difficiles, ça conduit à un éloignement, parce qu'une difficulté à bien définir la légitimité de la guerre entre les armées et la nation et la société, ça conduit à cette forme d'indifférence. Je me souviens de ce que me disait mon épouse, qui me racontait que quand j'étais au Rwanda, elle était en vacances à l'Île-Dieu, et les gens qui étaient autour d'elle disaient « mais que fait ton mari là-bas » Enfin, voilà. Ou alors d'autres au contraire qui disaient « c'est bien, il va tuer tous les Hutus massacreurs ». Évidemment, ce sont des visions extrêmement simplificatrices qui ne permettent pas de saisir le sens de la guerre. Et le soldat lui-même, quand il est engagé dans ces opérations, se pose précisément ces questions-là. Et il s'interroge en permanence sur les raisons qui font qu'il est engagé. Je me souviens à Sarajevo, quand nous y étions, la question qui se posait tous les jours à mes soldats, au gré des blessés que nous avions avant l'assaut de Verbania, avant qu'on ait de nombreux morts, mais parce qu'il fallait bien expliquer les raisons pour lesquelles nous encourions ces risques-là. La raison que nous avions trouvée, c'est qu'il valait mieux être un habitant de Sarajevo qu'un habitant de Grozny. Voilà. Et qu'il valait mieux pouvoir être encore sous les radars de l'opinion publique internationale pour pouvoir espérer survivre encore. Mais vous voyez bien que c'est une raison qui est assez éloignée de la défense du sol national et des intérêts de la nation. Et je me souviens ensuite d'une question que m'avait posée plus tard, quand j'étais jeune officier sortant de l'école de guerre, Madame Cantos-Perber, qui me disait « mais est-ce que vous considérez que la guerre pour la démocratie est une bonne chose ?» J'ai dit « non, on ne se bat pas pour la démocratie. Je ne dis pas que les valeurs de la démocratie ne sont pas essentielles, mais on pourra y revenir. Mais je lui avais dit « écoutez, la définition que moi j'ai de la guerre, parce qu'il y en a 36, c'est celle que donne Gaston Boutoul dans le traité de polémologie, qui dit la guerre, c'est une lutte armée et sanglante entre groupements organisés. » Eh bien, remplacer le mot guerre par lutte armée et sanglante. Est-ce que le rétablissement de la démocratie, ou l'établissement ou l'imposition de la démocratie, justifie une lutte armée et sanglante? Et comprenez bien que ceux qui sont en charge de cette lutte armée et sanglante, et qui vont tuer des gens au risque de leur vie, évidemment, se posent en permanence des questions sur les raisons de cette guerre. Je pense que la seule façon de pouvoir la mener, c'est de ne pas refuser cette interrogation. C'est de l'accepter et de la partager entre nous. Et d'aller au combat malgré tout, parce que ensuite, vous vous battez avec des doutes partagés pour vos frères, avec eux, pour votre chef, pour ceux qui vous entourent, et parce qu'en partageant ces doutes, vous estimez malgré tout, collectivement, que ça vaut la peine d'y aller. Oui, il y a dans l'histoire de l'armée française des actes d'héroïsme inouïs pour des guerres qui peut-être n'étaient pas peut-être légitimes, mais en tout cas étaient peut-être évitables. J'ai évidemment en tête l'épisode de Cameron au Mexique. Vous avez connu la guerre, le combat, le feu. Il y a une phrase très célèbre de Bardamu dans Le Voyage au bout de la nuit, quand il s'engage au début de la guerre de 14, qui est « On est puceau de l'horreur comme on l'est de la volupté ». Est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce que vous avez vécu cette expérience? Je ne sais pas. Parce que d'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire être puceau de la volupté ou de l'horreur. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un avant et un après?
Et qu'une fois qu'on a passé le moment initiatique du dépucelage, ça ne va plus jamais être pareil. Et que ce moment-là est particulier, à titre personnel, dans les relations que j'ai avec mon épouse, c'est pas ce que j'éprouve. Voilà. Non, mais c'est important, parce que la volupté, ça s'entretient. Et ça évolue. Voilà. Et de même, la confrontation à l'horreur, elle se fait, on peut penser qu'elle se fait brutalement une fois pour toutes, et en réalité non. Elle peut se faire de façon graduelle. Et elle peut se faire un petit peu à un moment, et encore un peu plus, et on pense qu'on a atteint le comble de l'horreur, et on va découvrir des horreurs encore pires et plus épouvantables. Et donc je ne ressens pas cela. Vous pensez que c'est une formule littéraire, quoi? Oui, mais c'est une belle formule. Alors le 27 mai 1995, vous lancez l'assaut du pont de Sarajevo. Cela fait 3 ans que les soldats français participent à une mission d'interposition de l'ONU dans la province de Krajina, où les soldats français se font tirer dessus, écrivez-vous, comme des lapins sur un champ de foire. Vous avez alors l'expérience du feu, vous perdez des hommes dans la bataille, vous reprenez ce pont. Alexis l'a dit tout à l'heure, Jacques Chirac dira que cet assaut, c'était pour notre armée la dignité retrouvée. Et puis depuis, cet acte héroïque vous accompagne et peut-être même pour le grand public vous définit. Cet acte, il pose la question du courage. Est-ce que 30 ans après, vous avez des réponses au mystère du courage? Oui, j'ai une réponse. D'abord, vous remarquerez que dans mon livre, je parle de la peur, du combat, de la fraternité, je ne parle jamais du courage. Je dirais, pour reprendre une expression, il y a le courage et il y a la bravitude. Voilà. Qui sont des choses différentes, sûrement complémentaires d'ailleurs. Je parle dans mon livre du lieutenant Héluin, qui est monté à l'assaut en tête, dans cet assaut que j'ai commandé, puis qui a été blessé au cours de l'assaut au milieu du combat. Il me semblait que c'était un brave, c'est-à-dire quelqu'un qui n'éprouvait aucune peur, qui, une fois les choses lancées, avec tout son cœur, toute son âme, mais sans plus rien craindre, combattait techniquement et humainement en entraînant ses hommes. Et je lui ai envoyé mon livre, évidemment, il m'a dit « mais non, évidemment, j'étais mort de trouille, moi aussi ». Donc j'ai une réponse, moi. J'ai une réponse, mais qui n'est certainement pas la seule. C'est que c'est le collectif qui vous pousse en avant. C'est le fait d'être ensemble. C'est le fait d'essayer de conserver l'estime que vous avez de vous-même. Et cette estime, évidemment, c'est l'estime que vous avez dans le regard de vos hommes, de vos frères d'armes, de ceux qui vous regardent comme leur chef, qui vous reconnaissent comme leur chef. Et au moment où vous allez devoir vous confronter au pire, vous mesurez très bien dans leur regard cette exigence qui n'est pas dite autrement que vous soyez digne de l'estime qu'ils vous portent. Et c'est ça qui vous pousse en avant. C'est le fait de ne pas vouloir déroger, c'est le fait de savoir très bien que si jamais à ce moment-là vous refusez l'obstacle, vous serez déconsidéré de façon absolument définitive. Et voilà, me semble-t-il, ce qui fait le courage, ce qui est le ressort principal du courage, c'est ce collectif. Ceci étant, je ne sais pas, par exemple, ce qui fait le courage d'un colonel Beltrame. Voilà. Parce que là, ce n'est pas le collectif, c'est lui tout seul qui y va. Et je pense qu'il y a presque du martyre dans la démarche du colonel Beltrame, c'est-à-dire un héroïsme poussé à l'extrême, parce qu'il veut signifier quelque chose en ayant cet héroïsme-là. C'est ça le principe du martyr, c'est je veux témoigner de quelque chose jusqu'au bout et jusqu'à l'extrême. Je pense, mais je sais que Beltrame était très profondément catholique et fervent dans sa foi. Je pense que ça peut expliquer cela. Voilà. Mais pour moi, le courage, c'est d'abord le fait d'être ensemble qui le permet. Et est-ce que vous diriez que le seul vrai courage est le courage physique, que c'est c'est un moment organique qui révèle si l'on est courageux ou pas? Non, parce qu'en fait, je trouve que je ne vois pas comment on peut opposer le courage physique et le courage moral. Voilà. Alors le courage intellectuel, pareil d'ailleurs. En fait, c'est d'abord quelque chose de moral. Et comme je viens de vous le dire, le courage physique, c'est pas être capable de courir plus vite et d'aller au-devant du feu. C'est d'être capable de surmonter ce que vous avez au fond de vous, cette boule au ventre, cette envie de vous effondrer au sol. Ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, d'ailleurs, c'est que le courage a un rapport évidemment avec la peur,
parce qu'il s'agit de la surmonter, qu'il y a plusieurs formes de peur. C'est ce que dit Kipling, je crois, dans La lumière qui s'éteint. Il dit chacun de nous a sa propre peur, sa peur insurmontable, qui peut nous amener à abdiquer toute forme de dignité. Et moi, je dirais au-delà, en fonction des circonstances, chacun de nous peut avoir plusieurs formes de peur. Il y a une peur qui est la peur que vous avez longtemps avant, la peur qui naît en vous parce que, n'étant pas confronté directement au danger, vous imaginez ce que ça va être. Et vous construisez quelque chose qui vous effraie et que vous allez devoir apprendre à maîtriser. Et ça, c'est sans doute la peur la plus difficile à maîtriser parce que c'est la plus lancinante et qu'elle existe même avant que vous soyez face au danger. Et puis il y a l'autre forme de peur sur laquelle je ne m'étends pas trop dans le livre, mais qui est celle dont parle le général de Braque quand général de l'épopée napoléonienne, quand il parle de la peur, et en fait qui vous plaque au sol, quoi, qui est une sorte d'instinct de survie, qui pour le coup est une sorte de réaction physique difficile à maîtriser, sauf par l'intellect et par le moral. Et donc je ne fais pas de différence en réalité entre un courage physique et un courage moral. Je pense que le courage moral est indispensable au courage physique, et je pense malgré tout qu'il peut y avoir du courage moral qui n'exige pas de se traduire par un courage physique parce que les circonstances ne l'exigent pas. Durant cet assaut, vous découvrez une forme de surgissement de l'animal qui est en vous. Moi, ça m'a renvoyé à des pages dans les champs de Brest d'Élie de Saint-Marc où il raconte qu'à Bugenwald, toutes les statues intérieures tombent en poussière et qu'on ne sait pas pourquoi on tombe dans l'animalité ou l'on reste dans l'humanité. C'est un espèce de mystère qui fait que l'on bascule d'un côté ou de l'autre. Est-ce que ce mystère continue de vous hanter, de vous poursuivre ? Est-ce qu'il vous accompagne ? Est-ce que vous êtes parvenu à le résoudre ? Ça, pour moi, c'est la plus grande découverte que j'ai faite, que ma vie militaire m'a conduit à faire. C'est ce surgissement de l'animalité, c'est cette jouissance qu'on peut éprouver à tuer, c'est cette jouissance qu'on peut éprouver à venger, et cette jouissance qui est évidemment le contraire, pas seulement du contrôle de soi, mais de la dignité de l'homme, parce qu'on se pense préservé de ça. Et pour moi, ça a été un élément assez traumatisant de le découvrir. Je sais que c'est vrai. Voilà. Je ne peux pas dire autre chose. Et je sais que personne ne peut se penser préservé de cela. Absolument personne. Et je l'avais déjà vu au Rwanda, parce que au Rwanda, les massacres auxquels on n'a pas assisté, mais dont on a vu les résultats, ça avait été une sorte de Saint-Barthélemy. C'est-à-dire des gens qui vivaient ensemble, dans les mêmes villages, et un jour, après une propagande habilement menée, il y a des voisins qui sont allés massacrer leurs voisins, tuer les femmes, les enfants, et il y a eu des choses épouvantables. C'était finalement assez commode et confortable de se dire que cette violence-là était le fait de quelques miliciens qui nous offrent le confort que nous offrent les SS, par exemple. Les SS sont les grands vilains, sont des criminels, sont des brutes, sont des animaux. Et donc ils incarnent le mal. Ce que moi j'ai découvert au Rwanda, c'est que oui, bien sûr, ils incarnaient le mal, mais en fait tout le monde était capable de mettre en œuvre une telle violence, une telle animalité, aussi abjecte. Et ça, c'était effroyable. Et je ne comprenais pas comment c'était possible. Et j'ai commencé à le comprendre quand j'ai été tenté, quand nous avons été tentés par la torture, à laquelle tentation nous avons résisté. Mais ça permet de comprendre des choses, si vous voulez. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire qui s'est passée en Côte d'Ivoire bien des années après l'affaire Mahé, où des soldats français ont été exécutés et achevé un blessé qui était l'incarnation du mal. Voilà. Et donc, identifier l'incarnation du mal en s'en pensant soi-même exonéré et préservé, c'est la porte ouverte à la pire des choses, c'est-à-dire précisément au surgissement de cette animalité. Et puis ensuite, je l'ai ressenti dans l'assaut, et je dois avouer que au moment du combat dans l'assaut, ça a même été un moteur important pour me lancer en avant.
Donc, c'est plus un mystère pour moi, je sais que c'est vrai. Je sais que pour surpasser cela, il faut être persuadé de la transcendance de la dignité de l'homme, de la dignité de la personne humaine, et être persuadé qu'il faut rechercher dans cette transcendance le moyen de résister à cette inégalité, et que ça ne peut se faire en réalité presque que collectivement. À nouveau dans un jeu d'échange de regards avec ces hommes. Voilà. Un homme, ça s'empêche, disait le père d'Albert Camus dans Le Premier Homme. C'est la leçon de ce que vous venez de nous dire dans des mots extrêmement impressionnants. Nous allons, si vous le voulez bien, sortir un peu de l'expérience intime pour que vous nous donniez votre regard sur une situation plus générale, mais pas moins intéressante et préoccupante pour nous. C'est le retour de la guerre, le retour du tragique de l'histoire. Après le 11 septembre 2001, quand l'Occident a compris que nous vivions la fin de l'histoire, on a d'abord cru que les nouveaux conflits seraient asymétriques. Notamment, c'était la guerre contre le terrorisme. Et puis le 24 février 2022, l'invasion de l'Ukraine a ressuscité la guerre conventionnelle aux confins de l'Europe, une guerre que l'on pensait oubliée, destinée au XXe et au XIXe siècle. Ma question est toute simple. Est-ce que la France est aujourd'hui préparée à ces deux formes de conflits, c'est-à-dire les guerres asymétriques et les guerres plus conventionnelles? Alors là, on est reparti pour 2 heures, donc si vous souhaitez qu'on fasse une pause... On dit à la radio d'un mot. D'abord, les conflits asymétriques et les conflits conventionnels sont deux choses qui ne s'opposent pas en réalité. Et de la même façon, ça ne s'oppose pas à la guerre contre le terrorisme, qui n'est pas une guerre militaire à proprement parler en réalité. De la même façon que l'expression éradiquer le terrorisme est une expression qui pour moi est un non-sens absolument. Je pense qu'il y a une chose qui est terrible dans le terrorisme, c'est que vous êtes poussé, provoqué par l'extrême violence et la violence aveugle qui est pratiquée par un terroriste, à pratiquer vous-même des actions de rétorsion qui ne sont pas des actions militaires. Et c'est cela le danger du terrorisme, c'est que ça pousse à renoncer à ce que nous sommes, ça pousse à renoncer à nos valeurs démocratiques qui pour le coup valent d'être défendues, préservées et promues. Mais je pense qu'à l'inverse, si on peut faire du terroriste, pardonnez-moi, ça va vous paraître confus, mais un ennemi contre lequel vous allez livrer bataille, vous restituez un espace ritualisé, régi par des règles qui sont le droit de la guerre, dans lequel vous pouvez avoir une confrontation, dans laquelle vous allez arriver à un possible rapport de force, à un déséquilibre dans ce rapport de force, et donc une fois que le rapport de force est déséquilibré et que l'une et l'autre partie en ont pris la mesure, à une paix et à un accord qui permettra la cessation des hostilités. C'est pour ça que la guerre me paraît parfois, non pas souhaitable, c'est horrible de dire ça, mais qu'en tout cas, l'évacuer comme quelque chose de définitivement illégitime, c'est une folie. Parce que la violence des hommes s'exprimera toujours, et elle s'exprimera d'autres façons par le terrorisme, de manière plus diffuse, à d'autres endroits, par d'autres acteurs. Et finalement, l'existence de cet espace ritualisé, l'acceptation de devoir aller s'y confronter avec un ennemi, c'est d'abord, me semble-t-il, une forme de civilisation. Et en tout cas, c'est, si on s'y prépare et qu'on conserve en permanence une position dominante, le moyen d'éviter qu'à force de vouloir faire l'ange, on ne soit mené à faire la bête. Voilà, donc ce qui est difficile aujourd'hui, ça n'est pas tant de à la fois se battre contre le terrorisme et de conduire des conflits classiques, c'est à la fois de continuer à faire des gestions de crise comme on l'a fait, et comme il faudrait que nous soyons capables de continuer à le faire, et de s'engager au sein d'une alliance dans un conflit classique de haute intensité ou de masse. Et c'est vrai que nous ne sommes pas prêts à faire les deux aujourd'hui parce que nous sommes une armée trop petite. Et j'observe qu'on a abandonné l'Afrique. C'est ce qui a fait l'actualité des armées françaises pendant, en tout cas toute la période où j'ai été chef d'état-major des armées, est complètement passé à la trappe. Et donc on a le sentiment que plus rien ne se passe là-bas, qu'il n'y a plus de guerre civile, qu'il n'y a plus de confrontations dans lesquelles les armées étaient
engagés pour essayer de séparer les partis, qu'il n'y a plus de confrontations dans lesquelles nous essayons de appuyer, accompagner les armées légales au combat. Évidemment, ce n'est pas parce que nous avons décidé de mettre la tête dans le sable ou de regarder ailleurs que ça s'est terminé. Mais personne n'en a rien à faire, parce qu'on n'en parle plus. Voilà, donc oui, c'est très difficile de mener les deux de front. Je ne pense pas d'ailleurs que ce soit à la France de le faire toute seule. Et je pense que c'est la responsabilité de l'Europe qui croit précisément en un certain nombre de valeurs, qui veut les promouvoir, de prendre conscience que ces valeurs doivent être défendues dans diverses formes de conflits, que ce soit des conflits de masse, comme aujourd'hui en Ukraine, ou que ce soit des conflits de gestion de crise, comme on l'a fait longtemps et comme on devrait pouvoir le faire aujourd'hui. C'est sa responsabilité d'acteur géopolitique à part entière, et aujourd'hui on est très loin de ça. Dans l'impression de... Là nous allons parler du regard des Français sur l'armée. Dans l'impression d'affaissement, de grande déglingue, pour reprendre la formule de Jean-Pierre Le Goff, l'impression qu'on peut avoir devant le délitement de l'école, de la civilité élémentaire, de la délinquance galopante, l'armée semble préservée. C'est-à-dire que, peut-être vous allez me dire que c'est une vue imaginaire, mais on a l'impression que ça reste un lieu d'ascension sociale, alors qu'il n'y en a plus beaucoup. Et puis surtout, elle donne l'image de plus en plus rare d'une élite qui correspond à ce que l'on attend d'elle. C'est-à-dire que les hommes qui la composent, on ne se dit pas pourquoi ils sont à cette place, ce qui arrive dans d'autres institutions. On dirait donc que l'armée serait une réserve d'humanité. C'est Péguy qui donne cette formule quand il cherche dans la société des lieux où les choses fonctionnent encore. Est-ce que vous partagez ce point de vue flatteur pour l'armée, d'abord, et ensuite, comment vous expliquez cette exception et le fait que cette institution ne semble pas subir comme d'autres le délitement qui les frappe? Alors je me méfie beaucoup d'abord la réserve d'humanité, ça je trouve ça très beau. Voilà. Et c'est vrai, voilà, c'est vrai. Et moi j'aime l'armée, ça a été ma vie, donc évidemment. Maintenant l'armée elle n'est pas exempte de défauts, elle n'est pas exempte de comportements indignes, elle n'est pas exempte, comme toute organisation humaine, de choses qui ne devraient pas être. Et je me méfie beaucoup de cette prétention que pourraient avoir les armées, qu'elles n'ont pas d'ailleurs, ou que pourrait avoir une opinion publique qui les assigne à ce rôle-là, de devenir un conservatoire des vertus et des valeurs. Les armées n'ont pas à être assignées dans une position de conservatoire des vertus et des valeurs. Ce qui est vrai, c'est que malgré elles, parce qu'elles sont conformées de cette manière-là, parce qu'elles sont tout entières organisées pour un objectif qui est le combat, et que ce combat, il ne peut pas se faire autrement qu'avec un questionnement éthique très puissant, parce qu'encore une fois, il s'agit d'aller donner la mort sur ordre au risque de sa propre vie. Les armées, organisées à cette fonction-là, sans qu'il soit question de lui en donner une autre, j'espère, et c'est très très important. Je me permets une incise, mais ne jamais confondre les forces de l'ordre et les armées. Ne jamais confondre la gendarmerie, la police et les armées. Même si on arme les unes et les autres, gendarmerie, police et les armées, vous mesurez bien cette différence fondamentale. Les armées, elles sont organisées pour déclencher la violence, la force, jusqu'à tuer, pour détruire, sur ordre, de manière délibérée. De manière délibérée. Et c'est pour ça qu'elles sont organisées et équipées comme elles le sont. Elles ne sont pas là pour aller rétablir l'ordre dans les banlieues, pour être très clair. On ne va pas rétablir l'ordre dans les banlieues avec des rafales, avec des chars de combat. C'est une absolue aberration de penser cela. Et par ailleurs, cette obligation qu'il aurait faite sur ordre de déclencher la force et la violence de manière délibérée emporte tout un ensemble de règles, de comportements, de questionnements et un statut particulier qui est contraint ou auquel les armées sont contraintes, qui est le statut militaire, qui interdit la syndicalisation, qui limite l'expression publique, voilà. Et par ailleurs, qui impose une forme, et ça c'est la forme qui est imposée par le combat lui-même, par la discipline nécessaire au feu et au combat, une forme qui contraint le fond, qui l'accompagne. Voilà. Donc je ne pense pas que les armées aient un mérite particulier à cela. Je pense que si un jour on devait être tenté de les engager dans autre chose que cette mission, qui est une mission sacrée et qui pour moi
l'expression la plus aboutie d'une volonté politique commune, on courrait le risque de les voir se déliter et perdre leur âme. Voilà. Mais aujourd'hui, voilà pourquoi elles conservent cet aspect un peu exceptionnel. Elles sont très singulières, et moi j'ai passé mon temps à lutter pour la singularité militaire, pour toutes les raisons que je viens de vous dire. Et oui, je suis content que l'opinion publique ait conscience de cette singularité très forte. Mais le corollaire de cette singularité, c'est que le personnel politique en appelle à l'armée dans tous les sens et dans tous les domaines. Alors vous avez parlé de cette phrase que l'on entend, il faudrait l'armée dans les banlieues, mais on demande aussi à l'armée de pallier aux défaillances culturelles, c'est-à-dire il faudrait un service militaire pour mieux intégrer les Français venus d'ailleurs, et puis on demande aussi à l'armée un rôle judiciaire, il faudrait l'armée pour redresser les délinquants, et puis dès qu'il y a un problème, en fait, on se dit, enfin il y a toujours un homme politique pour dire qu'il y aurait une solution à mener avec des militaires. À vous entendre, je crois que ces super pouvoirs prêtés à la chose militaire vous déplaisent et vous inquiètent. Oui, ils m'inquiètent, mais je crois en revanche que les armées doivent inspirer la société. Et qu'il n'est pas question qu'elles se substituent à l'éducation nationale ou qu'elles se substituent à l'administration pénitentiaire. J'ai été visiteur de prison quand j'ai quitté mes fonctions, mais qu'elles l'inspirent en revanche par leur exemple ou par leur mode de fonctionnement, par les procédés particuliers qu'elles mettent en œuvre, sans qu'on décalque ces procédés particuliers, mais qu'elles inspirent les autres. Ça me paraît plutôt très bien. Oui, j'aime raconter cette anecdote du jour où M. Attal, qui à l'époque était secrétaire d'État au service national universel, rattaché à M. Blanquer, avait demandé à ce que je vienne le voir, et il souhaitait que je lui accorde le fait que l'encadrement du service national universel allait porter l'uniforme militaire. Bon, je lui ai dit, il n'en est pas question, monsieur le ministre. L'uniforme militaire, c'est comme son nom l'indique, militaire. Et donc le service national universel n'a rien de militaire, donc il n'y a pas question que vous le fassiez. En revanche, inspirez-vous de ce qu'est l'uniforme dans les armées. Parce que l'uniforme, d'abord, comme son nom l'indique, est uniforme, donc tout le monde le porte. Donc ça veut dire que du chef d'état-major des armées jusqu'au plus petit des soldats, tout le monde a la même tenue. Donc, si vous créez un uniforme pour le service national universel, assurez-vous que chacun des chefs de centre et de l'encadrement du centre aura le même uniforme que le plus jeune des piou-piou qui viendra faire son service national universel. Que le directeur d'administration centrale qui sera au ministère de l'Éducation nationale portera également l'uniforme. Le même truc, de même drap, inconfortable, la même chemise, cacaboudin, enfin, voilà. Ensuite, assurez-vous que vous avez un uniforme qui peut être un battle dress, une treillis confortable, mais il faut aussi que vous ayez un uniforme des éléments inconfortables. Parce que la forme contraint le fond. Et parce que quand vous êtes en vareuse militaire, vous n'êtes pas comme on l'est là, vous et moi, des pauvres Pékins, qui pouvons laisser pousser notre ventre et qui ouvrons notre veste. Vous êtes sanglé dans votre uniforme et vous êtes obligé de vous tenir droit. Et quand on a ce qu'on a préservé du service militaire, c'est-à-dire le service militaire adapté et le service militaire volontaire qui se fait en métropole, on fait en sorte que nos jeunes appelés mettent une cravate, aient une coiffure et soient obligés d'être contraints d'une certaine manière par une forme qui va les obliger à mesurer ce qu'ils sont. Voilà. Et puis, bon, je ne vais pas en raconter d'autres, mais si vous voulez, pour moi, ça, typiquement, c'est ce qui peut, dans les procédés qui sont mis en œuvre dans les armées, être source d'inspiration pour d'autres institutions. De la même façon, je lui avais dit, vous savez, l'ordre serré, c'est l'exercice de défilé, qui aujourd'hui ne sert à rien d'autre que faire la parade sur les Champs-Élysées, sous les applaudissements de nos concitoyens. Et on est très fiers de le faire. La réalité, c'est que c'est aussi conservé par les armées, pas seulement pour faire plaisir à nos concitoyens, mais parce que c'est un exercice incroyable qui crée de la solidarité. Parce que pour que le défilé soit bien, il faut que le plus mauvais des défilants soit au niveau des autres, qu'il mette les bras à la bonne hauteur, qu'il lève le menton de la bonne façon, de façon à ce que tout le monde soit parfaitement aligné. Et donc, tout le monde est obligé de s'aligner sur la performance du plus mauvais. Et on continuera à répéter l'exercice de défilé jusqu'à ce que le plus mauvais devienne bon. Et donc, vous créez une solidarité forcée qui est exceptionnelle. Voilà. Ça, ce sont des procédés. Je ne dis pas qu'il faut faire défiler tous les élèves des écoles. En revanche, réfléchir sur ce qui, dans les armées, permet de conserver non pas cette exemplarité, mais cette singularité qui aujourd'hui nous semble enviable,
ben ça, je pense que ça vaut la peine. Vous avez connu, Alexis l'a dit tout à l'heure, les champs de bataille, et puis vous les avez quittés pour fréquenter les lieux de pouvoir, l'hôtel de Matignon, puis vous avez été chef d'état-major des armées, aujourd'hui la grande chancellerie de la Légion d'honneur. Comment on fait pour ne pas céder, puisque vous disiez que personne n'était à l'abri de l'animalité, je pense que personne n'est aussi à l'abri des vanités sociales. Comment, après en avoir vécu éloigné, on parvient à ne pas céder aux grandeurs d'établissement? Est-ce qu'il faut être une forme d'athlète de la vie intérieure? Non. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans l'expérience politico-militaire que j'ai vécue, pour reprendre les jargons qui sont en cours dans l'institution militaire, c'est-à-dire mon passage au cabinet d'Hervé Morin, puis ensuite comme chef de cabinet militaire du Premier ministre, et puis ensuite chef d'état-major des armées, c'est en fait, je vais peut-être en choquer un certain nombre, l'extraordinaire courage et dévouement des hommes politiques. Il n'y a aucune grandeur d'établissement. Président de la République, un Premier ministre, c'est quelqu'un qui passe son temps à ne penser d'abord qu'au bien commun, qui a une vie de chien, qui est très mal payé pour cette vie de chien, qui est injurié en permanence, qui est épuisé, et les gens qui sont autour de lui, son directeur de cabinet et ses équipes, sont des gens que je trouve essentiellement mus par la volonté de servir. Et croyez-moi, à ce moment-là, il n'y a aucune grandeur d'établissement. Alors peut-être que ça leur fait plaisir le jour où effectivement on dit au Premier ministre « vous allez être fait grand croix de l'Ordre national du mérite ». Mais c'est un plaisir très passager. Et la réalité, c'est que je pense que voilà, vous ne pensez pas aux grandeurs d'établissement quand vous êtes engagé dans ces vies au service, au contact des politiques. Donc je trouve qu'il ne faut pas... Vous diriez que le pouvoir améliore en fait moralement plus qu'il ne corrompt ceux qui le pratiquent? Oui, je pense. Alors, je connais la formule, hein, le pouvoir absolu corrompt absolument. Mais moi, je trouve, oui, d'ailleurs, c'est étonnant de voir à quel point nos hommes politiques, une fois qu'ils ont quitté leur fonction, redeviennent populaires aux yeux des Français. C'est qu'on a conscience qu'en réalité, ce qui meut un homme politique, ce qui lui permet d'affronter, encore une fois, l'adversité, la difficulté. Et puis, il faut bien mesurer ce qu'est la réalité du pouvoir. En réalité, un homme politique, ça gère la contingence. Nous sommes tous obsédés par cette Ve République, il y a un président tout-puissant. Et d'ailleurs, nous rêvons tous d'un président tout-puissant. Mais le président, il gère la contingence. Il essaye de faire le moins mal possible en commandant une administration qui parfois s'autorise à penser que ses orientations ne sont pas forcément exactement les bonnes. Il se bat contre des contre-pouvoirs extrêmement puissants. En réalité, ce n'est pas quelqu'un qui claque des doigts et qui obtient qu'immédiatement l'intuition qu'il a eue, géniale forcément, soit immédiatement mise en œuvre. Je dirais que d'ailleurs, c'est ce qui fait la place très singulière des armées dans la Ve République, et qui est lié au rôle de chef des armées du président de la République, c'est que le seul domaine dans lequel le président de la République est un pouvoir sans conteste, c'est dans son rôle de chef des armées. Et c'est ce qui fait que tout président, même si au départ il n'en est pas convaincu, finit par prendre ce rôle extrêmement au sérieux, parce que là, quand il dit « je veux que ça parte », ça part. C'est extraordinaire. Mais objectivement, le jour où il dit « je veux que ça parte », il a en face de lui un chef d'état-major des armées, un ministre, à côté de lui un chef d'état-major particulier, qui lui disent « est-ce que vous mesurez bien la responsabilité que vous prenez en faisant ça? Est-ce que vous mesurez bien que vous allez déclencher la mort, la violence en faisant ça? Est-ce que vous mesurez bien que vous allez avoir des soldats tués ?» Et d'ailleurs, je pense que le dépucelage, le véritable dépucelage du président de la République, il se fait en 2 fois. La première fois, c'est quand, juste après qu'on lui ait présenté le collier de grand maître de l'ordre, en donnant la formule rituelle qui est dite par le grand chancelier, qui reconnaît le président de la République comme grand maître, et puis que le président du Conseil constitutionnel est annoncé les résultats, on l'emmène au PC Jupiter, et là, on lui présente les plans de frappe. Et là, on lui explique très concrètement ce que vont produire les armes nucléaires. On lui dit ce que sont les cibles. Et là, le président de la République mesure qu'il est le seul à pouvoir prendre cette responsabilité écrasante. Et croyez-moi, quand vous faites la présentation de ce que sont les cibles et les effets de l'arme nucléaire, vous sentez un président de la République qui prend toute la gravité
de sa responsabilité et de sa charge. Et puis ensuite, il y a une deuxième partie du dépucelage, qui est le moment où il va accueillir les premiers soldats morts au combat dans la cour des Invalides. Et où après, il va parler avec les familles. Et c'est toujours quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Donc nos politiques sont d'abord au service, j'en suis absolument persuadé. Merci de cette précision illustrée et tout à fait convaincante et à contre-courant de beaucoup de choses que l'on peut entendre ou que l'on peut lire. Nous allons arriver à votre ouvrage, Entre-guerres. Vous êtes un homme qui lit, vous êtes un homme qui écrit depuis toujours. Qu'est-ce qu'est pour vous la littérature? Est-ce qu'elle vous accompagne comme une échappée, comme un divertissement? Ou est-ce qu'elle est une respiration indispensable depuis vos années d'adolescence? Et est-ce que quand vous partiez loin, vous aviez toujours une petite bibliothèque portable avec vous? Quand vous étiez chef d'état-major des armées avec un emploi du temps infernal, vous arriviez à garder 20 minutes, une demi-heure pour lire de la littérature? Malheureusement, quand j'étais chef d'état-major des armées, à la fin, je n'arrivais plus à lire. Parce que vous lisez trop. Vous lisez trop de rapports, de documents, voilà, qui ne sont pas forcément très passionnants. Et puis vous lisez les discours que vous avez faits et qu'il faut que vous corrigiez après que vous les ayez dit. Et donc, je n'avais plus le courage de lire. Et puis, c'est une vie accablante de stress et de fatigue. Mais autrement, oui, pour moi, c'était très important. Quand je partais en opération, j'emportais toujours des livres. C'est l'avantage de la Pléiade, c'est que vous avez beaucoup à lire dans des petits volumes. Pour moi, le fait de lire et surtout d'écrire en opération extérieure et d'écrire à ma famille, à mon épouse d'abord, c'est que c'est une façon de mettre à distance la réalité que vous vivez. Parce que quand vous en faites un récit, vous relativisez ce qui doit être relativisé. Vous pouvez traiter les choses avec humour ou avec tragique parfois dans ce que vous écrivez, mais en tout cas, vous êtes l'observateur de votre propre vie, de votre propre aventure, de l'aventure de vos hommes, et cette mise à distance, elle est salutaire en opération extérieure. Voilà. Donc pour moi, la littérature et le fait d'écrire a toujours été quelque chose d'extrêmement important. Et ce livre a-t-il été difficile à écrire? C'est un livre, pour ceux qui ne l'ont pas lu, très composé, porté par un très grand style, mais marqué aussi par une économie de moyens qui fait que vous êtes l'illustration de la phrase de Patrick Besson, écrire c'est enlever des mots. On a l'impression que vous avez eu le souci de ne laisser que du muscle. Est-ce que c'était compliqué à faire cet exercice? Est-ce que vous avez souffert sur le métier? Oui, j'en ai chié. J'en ai chié. Et mon épouse aussi en avait marre à la fin. Voilà. Non, c'est difficile. D'abord, j'ai découvert quelque chose, c'est que écrire, c'est pas rédiger un article, et j'ai rédigé énormément d'articles, mais c'est composer un livre, et que composer un livre, c'est pas seulement avoir le sens de la jolie formule ou de la jolie phrase bien balancée, c'est composer, comme vous le disiez. Et je trouve que la composition est quelque chose de difficile. Et par ailleurs, ce que je souhaitais, c'était transmettre. Et ce que j'ai retenu, moi, de ma vie d'officier, sur le combat, sur la peur, sur la vocation, sur la fraternité, sur la vocation. Et ça, finalement, c'est peu de choses, mais c'est ce qui me paraît être constitutif du cœur de la vie d'un soldat, quel qu'il soit. C'est ce qui renforce cette singularité militaire, c'est ce condensé d'humanité. On le retrouve dans chacun de ces thèmes-là. Et donc, je me suis dit, voilà ce que je suis capable de dire et qui ne sera pas trop commun. Et il ne faut pas que je raconte ma vie. Je ne vais pas raconter l'histoire du général à vendre. Il nous parlait des Dardanelles quand son père était colonel. Et de Ramsès, la première guerre, quand sa mère était cantinière. C'est pour les fanas Francis Blanche et un général à vendre. Je vous conseille d'aller voir le texte de cette chanson fantastique. Donc je ne voulais pas raconter tout ça. Je voulais, sur ces quelques thèmes qui me paraissaient être centraux dans ce que j'avais vécu et compris, dans ce que, avec nos hommes, nous avions compris, être capable d'emmener ceux qui nous liraient à la compréhension de ce condensé d'humanité. Donc j'ai voulu ne choisir que ce qui me paraissait intéressant, illustratif, et puis ensuite emmener les gens. Voilà.
Mais j'ai trouvé que c'est un exercice difficile. Oui. Vous m'avez chanté dans la loge tout à l'heure du Macorlan. La poésie vous accompagne aussi comme une sorte de respiration et de plaisir dans toutes les situations? Oui, mais alors, ce que je trouve surtout, c'est que moi j'ai adoré être dans l'infanterie de marine parce que l'infanterie de marine, c'est une drôle de composante de l'armée de terre, voilà, avec sa poésie, sa fantaisie, son ouverture au monde, son côté parfois un peu approximatif. C'est pas la Légion étrangère, quoi. Et j'ai beaucoup aimé ça, cette envie de grand large, ce souffle. Et donc j'ai beaucoup aimé ça dans les troupes de marine. D'autres diront, mais moi je l'ai trouvé dans la Légion, évidemment, et on trouve plein de choses. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ça, et j'ai beaucoup aimé cette dimension-là de poésie. Oui. Et donc vous êtes un homme qui chante, ce qui n'est pas une chose finalement si commune. On va devoir conclure. J'ai deux dernières petites questions, une tout à fait intime et personnelle, mais que je ne peux pas ne pas poser puisque votre livre est empreint d'une dimension spirituelle, que vous ne cachez pas, que vous avez reçu une éducation chrétienne. Et aujourd'hui, qu'êtes-vous? Est-ce que vous êtes un homme qui prie, un homme qui doute de l'existence de Dieu, mais qui voudrait y croire, un catholique? Comment définiriez-vous votre rapport à Dieu et votre définition spirituelle? Non. D'abord, je voudrais prendre une précaution et vous raconter une anecdote que j'ai vécue quand j'étais élève au Prytanée militaire de la Flèche. J'avais eu comme charge de rédiger un mémoire sur le parrain de promotion de nos jeunes. Ce parrain de promotion était un officier extraordinaire qui s'appelait Pierre Cano et qui était un très bel officier, très chrétien, très catholique, qui avait fait une campagne de France magnifique en 1940 et qui ensuite est un des fondateurs ou un des premiers officiers engagés dans l'organisation de résistance de l'armée, qui rapidement va se faire dénoncer et mis en prison par les Allemands et puis déporté à Auschwitz, à Dachau. Enfin, voilà. Et je lisais les lettres de cet officier qui était un chrétien, un catholique fervent et qui en permanence, dans les lettres qu'il envoyait à sa famille, se référait à cela. Et puis j'entendais et je reprenais les témoignages de ses camarades, notamment de ses camarades de déportation, qui mettaient en avant cette foi ardente, rayonnante et le rôle extraordinaire qu'il avait joué vis-à-vis d'eux dans ces moments de transfert d'un camp à l'autre, dans des wagons à bestiaux. Voilà. Et donc j'ai fait un mémoire dont j'étais très très fier. Là je disais, voilà, l'officier catholique et français. Bon. Et j'ai été convoqué par le chef de corps du Prytanée qui m'a dit, écoutez, c'est très bien, mais vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous n'avez pas le droit de dire ça parce que vous sous-entendez qu'on ne peut pas être un bon officier et pas un bon soldat si on n'est pas soi-même catholique fervent. Or, on peut être un remarquable officier si on n'est pas un catholique fervent et un très grand soldat si on n'est pas catholique. Voilà, donc je tiens à dire cela parce que, bien sûr, ça a été important dans ma vie d'officier, mais il n'y a pas d'obligation. Et d'ailleurs, les aumôniers militaires que nous avons dans nos régiments sur nos bâtiments sont des aumôniers qui sont là pour répondre aux interrogations spirituelles de tous nos soldats, de tous nos marins, de tous nos aviateurs, mais croyants ou non croyants. Ce que je crois, c'est que la confrontation à la mort, elle amène forcément à ces angoisses et à ce questionnement-là. Mais vous me demandez comment je vis ma foi. Je vous disais que ma vocation de soldat, c'était une façon de dépasser l'inconfort de l'incertitude de soi. Je pense qu'aujourd'hui, en tant que chrétien et catholique, je n'ai pas encore dépassé l'incertitude. Et que ma foi et que la façon dont je le vis, c'est d'une inquiétude permanente et d'un questionnement permanent. Voilà. Ce que je crois profondément, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai retrouvé ça d'ailleurs dans une phrase de Jean-Paul II, et ça, c'est pas forcément être catholique ou chrétien ou croyant, c'est qu'il y a une transcendance. La transcendance, c'est celle de la dignité de la personne humaine. Et ça, je pense que ça doit nous servir de repère et de guide. Écoutez, merci beaucoup pour avoir accepté de répondre à toutes ces questions et nous donner ce point de vue à la fois extrêmement précis, profond, et puis je crois porté par une vraie
vraie simplicité, une très grande sincérité. Je voudrais terminer par la question rituelle de ces rencontres. En général, si l'enfant que vous étiez, l'enfant qui jouait dans le Béarn avec ses cousins et qui regardait les actes héroïques de ceux qui l'avaient précédé, si l'enfant que vous étiez voit l'homme que vous êtes aujourd'hui devenu, qu'est-ce qu'il lui dirait? Alors, heureusement que j'ai eu la question avant. Je me suis beaucoup... j'ai réfléchi quand même. Il lui dirait, n'oublie pas la joie. Voilà. Parce que la joie, c'est essentiel. Et que quand on vieillit, on peut devenir triste et aigre. Et qu'en réalité, on est porté dans la vie par la joie. Donc n'oublie pas la joie. Eh bien, merci beaucoup. Nous n'oublierons pas la joie. Merci infiniment. Merci infiniment, mon général. Merci beaucoup à tous. Et maintenant, c'est moi qui, pour une fois, vais donner un ordre. Donc, vous descendez, vous achetez entre guerres, et ensuite, vous faites la queue pour que le général Lecointre signe votre livre. Voilà.